Bien, donc je continue un petit peu de mettre les choses au point pour ce qui concerne cette médecine qu'on appelle la médecine homéopathique, qui est, comme vous le savez, extrêmement décriée en ce moment. Donc on a déjà vu un petit peu cette idée qu'il y avait la constante d'Avogadro qui était une sorte d'argument massu pour expliquer que l'homéopathie c'était n'importe quoi, en fait ne tenait pas. D'une part parce que lorsqu'on regarde le nombre d'Avogadro, bien on oublie qu'il y a de l'air, la préparation de la succution, et que cette succution c'est pas simplement de la dilution. Donc c'est vrai que l'argument d'Avogadro s'applique à la dilution, mais pour la succution ça reste à démontrer. Et puis surtout, on a une théorie qui s'appelle la théorie des domaines de cohérence, qui permet d'expliquer comment l'eau peut être porteuse d'une information, et on a pu identifier cette information comme étant mémorisée par des mécanismes électromagnétiques, et il est bien évident que ces mécanismes électromagnétiques existent à toute dilution. Et donc, invoquer le nombre d'Avogadro, ceux qui s'amusent à ce genre de petits jeux démontrent simplement leur ignorance de ce qu'est vraiment la nature, c'est-à-dire qu'il y a de la matière, mais il y a aussi de la lumière, de l'électromagnétisme, et que notre corps vivant est fait d'électricité aussi bien que de matière. La meilleure preuve qu'on peut en donner, c'est de prendre ce genre d'outil, puis on voit bien que dès qu'on le manipule, c'est un système qui autorise le passage du courant électrique, on voit qu'on est capable de faire du son et de la lumière, simplement en touchant un objet qui a été fabriqué pour mettre en évidence ce fait fondamental qu'on est de la matière, qu'on est aussi d'électricité. On a aussi donc ces magnifiques mélodies qu'on peut écouter simplement en branchant une plante, qui est un être vivant. Donc tous ceux qui pensent que l'homéopathie ne peut pas marcher, bien, il faudrait qu'ils réfléchissent un peu à fait qu'il y a bien sûr l'électromagnétisme et l'électricité, que dans ces conditions, la barrière d'Avogadro ne signifie simplement rien du tout. Alors, un autre point qu'on peut clarifier, parce que ça c'est tout récent par contre, là aussi ça montre que ceux qui critiquent l'homéopathie ne lisent pas la littérature scientifique, parce que s'ils se tenaient au courant simplement, eh bien ils verraient qu'il y a des gens qui travaillent, qu'on développe des protocoles rigoureux. En particulier, il y a une étude, il y a un groupe de travail qui s'appelle DINOM, qui est piloté par Michel van Wassenhoven, qui est un fameux homéopathe belge. Et ce projet a été financé par des malades, parce que les pouvoirs publics estiment que l'homéopathie n'est pas une médecine à part entière, et donc on refuse, quand vous déposez des projets de recherche, on vous refuse le financement pour pouvoir faire de la bonne recherche. Donc, d'un côté, c'est dommage, parce que ça veut dire que le sujet progresse très lentement, mais d'un autre côté, c'est pas non plus un problème, parce qu'il y a les malades, et que les malades, bien souvent, ils mettent la main à la poche. Là, c'était le cas pour ce projet, qui consistait tout bêtement à étudier ce que c'était qu'un remède homéopathique. Mais pas de façon synthétisés au laboratoire. On a pris des remèdes tels qu'ils étaient fabriqués selon le protocole de la pharmacopée européenne par une pharmacienne qui a l'habitude de faire ces préparations. On respecte les protocoles industriels, donc on s'intéresse non pas à un produit de laboratoire, mais à un produit qui est exactement celui que les gens prennent lorsqu'ils se font soigner par homéopathie. Alors, l'idée, ça a été quoi? Ça a été de vérifier cette histoire que dans un remède homéopathique, il n'y a plus que de l'eau. Ça, c'est aussi un argument qu'on entend souvent quand on vous dit que vous prenez du sucre et de l'eau et que ça ne peut pas avoir d'effet. Alors, on a tout simplement pris les remèdes, depuis la plus basse dilution jusqu'à la plus haute dilution dans ce projet auquel j'ai participé. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On a une solution homéopathique, on évapore l'eau, tout simplement. Et l'idée, elle est très simple, s'il n'y a rien dans l'eau, on ne va rien trouver. Or, comme vous le montre le petit tableau qui est là,
non seulement il y a quelque chose, mais c'est de la matière solide qu'on récupère, donc qui est dans le remède homéopathique, et ce, même à des dilutions de 30 CH. C'est-à-dire même quand vous avez dilué bien au-delà du mur d'Avogadro, il reste toujours un résidu solide qui est de l'ordre de quelques microgrammes. Alors comme on a fait ça sérieusement, on a pris toutes les grandes techniques d'analyse des solides, c'est-à-dire qu'on a appliqué toute la science des matériaux, on sait caractériser un solide en long, en large, en travers. On s'est aperçu que ce résidu solide, c'est toujours des microgrammes, quelle que soit la dilution, et surtout que la composition chimique de ce résidu était spécifique de la dilution. C'est-à-dire que pour chaque dilution, vous avez une composition chimique. La deuxième chose qui a été observée, c'est qu'au début, jusqu'à 4, 5 CH, on voit bien que on retrouve dans ce solide le produit de départ. Donc ça veut bien dire que, effectivement, dans les basses dilutions, vous absorbez la molécule qui en général est toxique, mais quand même à des doses très faibles. Et puis à partir de 5-6 CH, on ne détecte plus du tout le produit de départ. On ne trouve plus que ce résidu. Alors ce résidu, lorsqu'on fait ce qu'on appelle de l'analyse par rayons X pour trouver sa composition chimique, on envoie des rayons X qui permettent de récupérer une information sur les éléments chimiques, puisque je vous rappelle qu'un atome se caractérise par son spectre de fréquence et pas par sa matière. Donc on utilise les vraies caractéristiques des atomes pour les identifier, quelque chose qui est tout à fait routinier. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve du sodium, du carbone, on trouve des éléments qui semblent provenir du procédé. C'est-à-dire que c'est la façon de procéder, et dans la façon de procéder, on est sûr que ce n'est pas la dilution, parce que la dilution, on amène de l'eau pure, du moins la plus pure possible, qui ne contient pas ces éléments dans les quantités qu'on les retrouve. Donc, ça veut dire qu'ils viennent d'ailleurs, et il n'y a pas de mystère. Pour faire la dilution, il faut un récipient en verre, et puis il y a la solution qui amène de l'air. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans l'air? De l'oxygène, de l'azote et du CO2. Donc, c'est normal de récupérer du carbone, ça veut dire qu'il y a de l'air qui est rentré, et puis du sodium, c'est ce qu'on trouve typiquement dans les verres. On utilise le sodium pour abaisser les points de fusion. Donc, retrouver du sodium et du carbone veut dire que, bah oui, le procédé de fabrication intervient. Alors, évidemment, quand on regarde la solution, on voit rien. Ça veut dire que ce sont des nanoparticules. Ce sont des choses qui sont nanométriques. Et lorsqu'on regarde la théorie des domaines de cohérence, eh bien, ça tombe bien parce qu'on a vu que les domaines de cohérence, pour que l'eau puisse avoir une mémoire, il faut une eau qui se structure sur une matière solide, c'est-à-dire avoir une eau qui est plutôt ce qu'on appelle un gel, et c'est exactement ce que font les nanoparticules, c'est-à-dire qu'ils sont capables de par leur très grand rapport surface sur volume, d'immobiliser de l'eau et de la transformer dans un état qu'on appelle morphogénique, où on peut effectivement mémoriser de l'information. Alors pour ceux qui sont les Saint Thomas, les voici. Ça, c'est les analyses chimiques telles qu'on les fait avec les spectroscopies. Là, vous avez simplement des microscopies électroniques. Vous avez un solide, vous pouvez l'analyser, regarder qu'est-ce qu'on trouve de nouveau, des formes très variables. Alors là, les nanoparticules se sont agrégées, mais ça, c'est parce que c'est le procédé, on évapore, donc elles s'agrègent sur le support de la microscopie électronique. Au passage, cette microscopie électronique, elle utilise la longueur d'onde des électrons, ce qui indique bien que l'électron n'existe pas, qu'on utilise la physique quantique pour créer ce genre d'image, et on voit de nouveau que, quelle que soit la dilution, on a cette matière solide, on sait que la composition chimique est spécifique de la matière solide, on sait que sa morphologie aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes morphologies suivant qu'on travaille à 12 CH ou à 30 CH. On sait que c'est des nanoparticules parce que avant d'évaporer, on avait une solution qui était claire. Et si on faisait passer un faisceau laser, on récupérait de la diffusion, ce qui signe en général qu'on a des nanostructures présentes dans l'eau. Voilà. Donc ça, on sait que tous ceux qui disent que le remède homéopathique, il n'y a rien du tout, ben bon, désolé, il y a de la matière. C'est pas simplement un mélange d'eau, une solution d'eau qui a été diluée. Il y a eu la succution qui a visiblement arraché
un petit peu de matière au récipient et amener beaucoup d'air dans la solution pour pouvoir créer cette eau morphogénique. Bien sûr, on a fait les expériences aussi dans d'autres matériaux que le verre, et là évidemment on ne trouve plus de sodium, et souvent, bien d'ailleurs, les remèdes homéopathiques sont, de nouveau, les substances solides qu'on y trouve sont très différentes et en quantité qui n'ont rien à voir lorsqu'on travaille dans le verre. Alors, le problème de toutes ces techniques, c'est qu'elles sont ce qu'on appelle destructives, c'est-à-dire que pour caractériser, on est obligé d'évaporer. Et donc, on enlève l'ingrédient essentiel qui est l'eau. D'où une autre technique qui, elle, permet d'étudier l'eau in situ, sans l'évaporer. Donc, cette technique, encore une fois, elle repose sur la mécanique quantique. Ça s'appelle la résonance magnétique nucléaire. Elle est très utilisée en médecine pour, justement, caractériser l'état de votre eau corporelle. On vous met dans un scanner RMN, et ensuite, avec un champ magnétique, on fait tourner les spins des électrons et de l'eau, et à ce moment-là, il va y avoir, c'est les protons de l'eau, et à ce moment-là, il va y avoir un signal qu'on enregistre, et c'est comme ça qu'on va détecter les points où l'eau ne se comporte pas de façon tout à fait normale. Donc on a aussi fait appel à une technique qui s'appelle la résonance magnétique nucléaire. L'idée, c'est de regarder comment les molécules d'eau, la dynamique de ces molécules d'eau dans l'eau. Et la RMN est très utile pour ça. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est publié, donc les gens qui veulent en savoir plus iront lire la publication. Et donc voilà ce qu'on a obtenu. On mesure ce qu'on appelle des temps de relaxation. C'est-à-dire qu'on met la magnétisation de l'échantillon, qui est une magnétisation portée par les protons de l'eau. On la met dans une direction, ça c'est le champ magnétique qui permet de faire ça, puis ensuite, par une impulsion radiofréquence, on fait flipper. On bascule la magnétisation dans un plan qui est perpendiculaire, et à ce moment-là, on regarde comment la magnétisation revient le long de l'axe du champ appliqué, ou comment elle se dissipe dans le plan qui est perpendiculaire, c'est ce qu'on appelle les temps de relaxation T1 et T2. Voilà, après il y a des modèles mathématiques qui permettent d'analyser ça, et vous avez les résultats ici, c'est la colonne qui est ici. On récupère en fait deux paramètres microscopiques. Le premier paramètre, c'est le temps que met la molécule d'eau à se retourner sur elle-même. On sait très bien que dans une eau pure, liquide, à 25 degrés, ce temps est de l'ordre de la picoseconde. Là, vous voyez qu'il est 1000 fois plus grand dans une solution homéopathique. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui fait que la relaxation, le temps de réorientation de la molécule d'eau, donc c'est ce temps que met la molécule d'eau pour tourner comme ça sur elle-même. Bien sûr, c'est pas comme ça, mais elle tourne sur elle-même dans cette chaîne. On voit très bien que si l'eau est effectivement emprisonnée dans cette chaîne, le temps va être un petit peu plus long que si l'on avait des molécules isolées. C'est ce qu'on observe, et aussi, on sait très bien calculer, on connaît la distance entre les deux protons pour faire la relaxation. Elle est de à peu près 1,6 angstrom, c'est-à-dire 0,16 nanomètres. Et quand on regarde cette distance pour relaxer dans les divisions homéopathiques, on voit que là aussi qu'on s'est pris on est beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les protons qui permettent de faire la relaxation sont beaucoup plus éloignés que les deux protons qui sont ici. Donc ça veut dire qu'il y a des nanostructures qui sont dans cette eau, et ces nanostructures sont très probablement les fameux domaines de cohérence que la théorie prévoit lorsqu'on mélange de l'eau et des bulles de gaz pour faire donc cette eau morphogénique porteuse d'informations. Voilà donc des techniques modernes qui permettent de bien savoir que l'eau est particulière dans une diffusion homéopathique, elle ne se comporte pas comme elle devrait se comporter, et c'est normal puisqu'il y a eu cette dilution-suppulsion, et aussi il y a, en plus du gaz dissous, il y a des nanoparticules de solides qui vont générer, donc, probablement stabiliser ces nanostructures, et que, comme je vous l'ai dit, ces nanostructures sont spécifiques de la dilution. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes compositions chimiques si vous êtes à 3 CH, 4 CH, 5 CH, 12 CH, 18 CH, 24 CH, 30 CH. À chaque dilution, vous avez quelque chose qui est spécifique.
Voilà, donc ça c'est une petite vidéo qui met un peu de science, et de la bonne science, la science moderne, avec des appareils qui sont utilisés partout dans le monde, pas pour faire de la recherche en homéopathie, mais pour faire soit de la recherche en matériaux, soit de la recherche sur les liquides. Donc des techniques objectives qui démontrent sans ambiguïté que le remède homéopathique, c'est pas simplement de l'eau ou du sucre, puisque je vais vous montrer qu'il y a aussi une autre technique qui permet d'analyser les granules et non pas simplement l'eau liquide.